Tu as déjà vu un vieux chauffeur de bus scolaire se faire arrêter pour avoir réparé son propre rétro avec une clé? Ouais, ça s'est vraiment passé. Et devine quoi? 7 minutes plus tard, le FBI a débarqué et a mis toute la station de police en quarantaine. Laisse-moi remonter un peu. C'était un matin calme, dans un coin paumé du comté de Bréval, Virginie. Les bus scolaires arrivaient un à un derrière l'école primaire, et celui de numéro 18 s'est garé bien droit, sous la lumière pâle du soleil levant. Aux commandes, Emmanuel Delcourt, 69 ans, retraité de l'armée, toujours fidèle au poste, casquette râpée sur la tête, veste polaire usée, regard fatigué mais lucide. Le genre d'homme qu'on remarque à peine, mais qu'on n'oublie jamais quand on sait qui il est vraiment. Il coupa le moteur, regarda une dernière fois dans le rétroviseur et descendit du bus avec sa petite sacoche de toile. Dedans, juste des outils, un tournevis, un rouleau d'adhésif, une clé plate, le genre de choses qu'un gars qui aime tout réparer lui-même garde toujours sur lui. Le rétro gauche vibrait depuis quelques jours, alors il s'est accroupi, tranquille pour le resserrer. Sauf qu'à quelques mètres de là, une maman bouclait son bébé dans un siège auto. Et quand elle a vu ce vieil homme accroupi à côté d'un bus scolaire, avec ce qui ressemblait à un couteau à la main, son ventre s'est noué. Elle n'a pas vu la carte d'identité militaire autour de son cou. Elle n'a pas vu les gestes sûrs ni la tranquillité dans ses yeux. Elle a juste vu une menace. Et elle a appelé le 911. 3 minutes plus tard, une voiture de police arrive comme une balle. Le sergent Matteo Bernard sort en claquant la porte, l'air tendu, regard dur. Derrière lui, l'agente Léa Corval, plus jeune, plus calme, la main proche de sa ceinture, mais les yeux bien ouverts. Bernard crie direct « Monsieur, lâchez ça, mains en l'air !» Emmanuel se retourne lentement, sans panique. « Bonjour, dit-il avec une voix grave, presque douce. Je répare juste le miroir. » Il lève la clé de serrage entre deux doigts, paume ouverte. Mais c'est trop tard. L'arme de Bernard est déjà sortie. Corval s'approche, voit le badge qui pend à son cou. « Qu'est-ce que vous avez dans le sac ?»« Des outils, » répond Emmanuel en posant la sacoche au sol sans discuter. Bernard s'avance, le retourne brutalement, le menotte sans un mot de plus. « On a reçu un appel ?» grogne-t-il. Un homme suspect, près d'enfants, peut-être armé. Emmanuel ne proteste pas. Il ne bronche même pas. Dans la voiture, il reste silencieux. Les menottes trop serrées, mais pas une plainte. Corval le regarde dans le miroir intérieur. Ce visage, ce n'est en ni la colère ni la peur qu'elle lit. C'est autre chose, quelque chose de plus profond, comme s'il avait déjà vécu ça, encore et encore. Au poste de police de Bréval, Emmanuel est placé en cellule, son sac confisqué, son arme vérifiée. Tout est en règle, bien entendu. Carte d'identité, permis de port d'armes, casier vierge. Mais Bernard s'en fiche. Il rit, plaisante, tape son rapport comme si c'était une simple routine. Tu crois ça? Un mec avec une clé et un flingue à côté d'un bus rempli de gamins? C'est du délire. Mais Corval ne rit pas. Elle fixe la porte de la cellule. Il y a quelque chose qui cloche, mais pas dans le sens où Bernard le croit. À quelques mètres de là, le clavier de Maëva Duval, technicienne informatique, claque doucement. Elle entre les infos, vérifie les bases de données d'état, numéro de série de l'arme, historique. Et puis, l'écran clignote. Une bannière rouge surgit. Actif fédéral, niveau 4, ne pas traiter, un compte à rebours commence. 11 minutes avant synchronisation automatique avec toutes les bases policières du pays. « Léa » murmure Maëva, le souffle court. « Faut que tu vois ça. » Corval s'approche, l'écran montre maintenant un fichier verrouillé, protégé par des couches de sécurité qu'elle n'a vu qu'une fois, il y a des années. Du genre qu'on n'est pas censé voir. « C'est pas une erreur » souffle Maëva. « Ce type, il fait partie de ceux qui n'existent pas officiellement. Si ça synchronise, ça peut faire sauter des opérations classées. » Corval appelle immédiatement la chef adjointe, capitaine Nora Bachelier. Calme, froide, directe. « Ne touchez plus au système, je descends. » Pendant ce temps-là, Emmanuel, lui, n'a pas bougé d'un millimètre. Et à 6 minutes de la fin du compte à rebours, tout bascule. 3 SUV noirs, sans gyrophare, sans sirène, s'arrêtent devant le commissariat. Des agents en costume sortent, synchronisés comme une horloge suisse. En tête, une femme noire d'une 50aine d'années, cheveux tirés en arrière, regard d'acier. Elle sort un badge, un de ceux qui font taire une pièce entière. Commandante Élise Marchand, département contre-intelligence, qui a procédé à l'arrestation. Bernard lève la main, un peu moins sûr de lui. « J'ai agi sur un signalement, madame, et vous avez scanné son identité ?»« Oui, alors c'est là que vous avez merdé. » Elle passe devant lui, sans un mot de plus. « Cellule 2, dit Corval. Marchand hoche la tête. 2 agents foncent vers la salle serveur,
Un autre commence à purger les fichiers sur l'ordi de Maëva. Elle ouvre la cellule. Emmanuel la regarde, se lève lentement. « Agent E, Delcourt, dit-elle, on vous retire maintenant. » Il esquisse un sourire. « J'ai cru que le signal était mort. » Elle répond doucement. Il ne devait s'activer que si les archives de 2005 étaient de compromises. Il la fixe. Donc, c'est arrivé. Et ce n'est que le début. Ils sortent. Personne ne dit un mot, personne ne les arrête. Pas de menottes, pas de cris, juste un silence pesant et une présence qui gèle l'air. De retour à la salle d'épreuve, Corval récupère les effets personnels d'Emmanuel. Elle remarque une chose, les initiales cousues dans sa veste ne correspondent pas à son nom officiel. Et une étiquette cachée, presque effacée, lit Clearwater Protocol 7. Plus tard, Maëva lui tend une clé USB. J'ai pas pu m'en empêcher. Dessus, un fichier fantôme. Maroc 2002. Neutralisation non autorisée, témoin classifié, retrait sans sanction, dossier scellé par privilège exécutif. Rien d'écrit, sauf un nom, E, Delcourt, et soudain tout s'éclaire, ou plutôt s'assombrit. Quelques jours plus tard, Bernard passe en commission. Il tente de se justifier, peur pour les enfants, suspicion raisonnable, etc. Mais ça passe pas. Il est suspendu, définitivement. Corval, elle, reçoit une enveloppe, anonyme. À l'intérieur, une note écrite à la main. Tu n'as pas demandé au système qui j'étais. Tu t'es demandé si quelque chose clochait. Cette pause m'a peut-être sauvé la vie. Reste comme ça. Un mois passe, et puis, un soir, elle le revoit. Pas à la télé. Dans un centre communautaire, en train d'empiler des chaises après une réunion pour anciens soldats. Un jeune vétéran, tremblant, parle d'un cauchemar qui le hante. Emmanuel ne dit rien. Il s'assoit à côté. Pose juste une main sur son épaule. Parfois, la guérison ne vient pas des mots, elle vient du silence partagé. À la sortie, une bénévole tend une photo à Emmanuel, un homme debout devant un camp de l'ONU, en Afrique. À côté de lui, un enfant en haillons, tenant un bandage, au dos, 5 mots, « Tu m'as laissé vivre ». Il replie la photo, la range dans sa poche, et il s'éloigne, seul, sur le gravier du soir, sans se retourner. Parce que certains hommes n'ont pas besoin d'être vus. Ils existent entre les lignes. Alors, maintenant, c'est à vous de parler. Était-ce de la justice ou un système qui s'auto-efface pour ne pas avoir à répondre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez ce silence. Parce que parfois, ce qu'on ne dit pas est ce qui change tout.